de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, premier match local des Pirates de Ville-Marie, rencontre complète des joueurs et reportage du résultat avec Francis Prudhomme et sensibilisation de la culture du viol et cours d'autodéfense offerts par le Galax, la maison d'hébergement L'Équinoxe et le Centre de femmes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à InfoTémis. Le 16 septembre dernier se tenait la rencontre des Pirates de Ville-Marie dans leur domicile pour la première fois. C'était l'occasion pour eux de jouer sur une patinoire qu'ils connaissent très bien, mais également avec les partisans locaux. L'Arena Bondé a accueilli environ 700 personnes. Beaucoup de spectateurs ont regardé le match debout. Cette fois-ci, ils affrontaient les Rattlers de Bradford, probablement encore fébriles de leur première défaite la veille du match. Les Pirates ont laissé passer la première période 0-3 aux Rattlers, accusant un total de 11 minutes de pénalité. En début de deuxième période, les Rattlers enfoncent le clou avec un quatrième but en moins de 2 minutes de jeu. Alex Peters, le numéro 47, viendra marquer le premier but dans le premier match à l'Arena de Ville-Marie et après, ce sera au tour de Hugo Bloom, le numéro 6, de marquer. Le tout va donner un encouragement supplémentaire à l'équipe. Lors de la troisième période, un troisième but est compté par Nicolas Belrose, le numéro 32, et la discipline des Pirates se concrétise davantage. Une énergie débordante de la part du public et de l'équipe accentue les lancers à répétition dans le but de l'équipe adverse, mais aucun autre but ne sera fait. Nous avons été rencontrer l'équipe sur place avec notre collaborateur et animateur Francis Prudhomme pour être dans le feu de l'action. Voici le reportage du match. Mesdames et messieurs, veuillez retirer chapeau de casquette pour l'interprétation du l'hymne national par M. Philippe Poitier. Quel genre d'ambiance tu t'attends ce soir pour le match ou une première à Ville-Marie comme ça? Bien, les gens ont de l'air survoltés, en tout cas, avec le tailgate party qu'on a vu avant. C'est assez impressionnant de voir le monde a de l'air de party, puis ils ont de l'air à supporter. Ils attendent depuis un bout parce qu'on a quand même joué 3 matchs sur la route. Donc, les gens ont de l'air à être prêts de voir leurs Pirates sur la glace. Et justement, on en a parlé, les Pirates, on a bien amorcé la saison avec 2 victoires, donc je pense que les gens peuvent s'attendre à un gros match ce soir. Oui, on a eu 2 victoires. On a perdu hier contre les Spartans. On s'est fait réveiller, ça fait du bien. Les gars se sont fait shaker un peu. Ils se sont aperçus qu'il y avait des clubs qui étaient physiques, disciplinés. On a eu beaucoup trop de punitions. On a couru après le trouble. On a payé pour. Juste un petit mot, j'en terminais sur le tailgate party. Justement, ça met la table. On voyait déjà les gens qui font la file pour rentrer. Ça met l'ambiance pour le match à Ville-Marie. Oui, c'est vraiment trippant. Ceux qui disaient que Ville-Marie et le Témiscamingue, c'était pas une place de hockey, bien, ils se sont trompés parce qu'on va avoir... Moi, je m'attends à 600-700 personnes facilement. On a des gageurs de prix. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Oui. Enfin, merci, Michel, et bon match. Merci. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, on présente les porte-drapeaux des Pirates, Alex Larochelle et Johan Huot. Les mises au jeu protocolaires est effectuée par le maire de Ville-Marie, Bernard Philibus.
Le premier but de l'adversaire a eu lieu en première période en avantage numérique. Le jeu physique a aussi beaucoup été à l'honneur ce soir. Plusieurs solides mises en échec. Les visiteurs qui prennent les devants 2-0, encore une fois, en avantage numérique, alors que Andrew Rogers écope d'un 5 minutes de punition, en plus d'une inconduite de partie. Après la première période, l'adversaire, les Bradford, a déjà les devants 3-0. En deuxième période, les Pirates sortent en Lyon. Toutefois, Bradford marque un 4e but sans réplique. Finalement, les Pirates s'inscrivent à la marque avec un but d'Alex Peters. Dans le fond, la mise au jeu était dans le coin. J'ai reçu la mise au jeu, j'étais à l'aile. J'ai shoté direct par rentrer. Je me suis fait le saut qu'elle allait rentrer. Ça a vraiment fait du bien à l'équipe. Le premier but, ça nous a remis dedans, puis après ça a bien été. Après ton but, l'équipe a peut-être repris vie un peu plus? Oui, tu as raison là-dessus, parce qu'on avait beaucoup de misère avec nos punitions et tout. Puis quand j'ai scoré, il me semble que toute l'équipe s'est calmée, puis on a tout continué vers l'avant, toute la gang ensemble. Ça a vraiment bien été. Et finalement, un deuxième but, cette fois en avantage numérique, 4-2, du numéro 6, Hugo Bloom. C'est donc 4-2 après 2 périodes. Mon but, ça part vraiment de mes coéquipiers, surtout qu'ils ont fait vraiment un bon jeu avant. Puis moi, j'étais devant le net, là, puis le palais, je l'ai vu devant la cage, puis j'ai pas hésité une seule seconde à shooter, puis la délivrance. En troisième période, le pointage demeura inchangé avec 10 minutes à faire lorsque les Pirates s'inscrivent à la marque à 8,43. Un but de Nicolas Belrose. Bien, dans le fond, c'était un tir de la pointe, un petit peu anodin. Là. Moi, je m'en allais vers le filet, puis j'avais mon bâton par terre, puis j'ai juste été capable de la taper. Puis quand je me suis reviré de bord, elle était dans le fond, fait que j'étais content. Les Pirates ont tout tenté en fin de match, alors qu'en avantage numérique, ils retirent leur gardien. Toutefois, l'adversaire conserve l'avance de 4-3, pointage final. C'est donc une défaite des Pirates 4-3 leur match inaugural à Ville-Marie. Moi, je pense aux deuxième période, après les autres qui décidaient de jouer notre game, puis laisser faire la game de les autres, puis embarquer dans notre système, puis retourner dans notre game. D'après moi, la différence, ça a été un petit peu notre indiscipline quand on est sorti. Je pense qu'on est sorti un petit peu ses nerfs, un petit peu sur ses talons, puis... D'après moi, ce qui a fait la différence, c'est qu'on a montré du caractère. On a compté 3 buts avant qu'il en recompte un quand c'était 4-0. Fait que pour ça, on est vraiment content, mais il faut savoir commencer les matchs avec un petit peu plus de discipline, puis on va se reprendre la prochaine game. Surtout en première période, parce qu'on a pris beaucoup de prison. Là. On prend 3 buts en powerplay, alors que ça fait plusieurs games que ça nous arrive. Mais on apprend de nos erreurs, donc la prochaine fois, je pense qu'il ira mieux. Je dirais punition. On était disciplinés en première période, mais on se reprend en deuxième et en troisième. Puis le momentum a changé carrément de bord, puis on a pris les devants dans le match. Mais surtout ce soir, ce qui a beaucoup aidé à leur victoire, c'est vraiment leur goaler qui a fait vraiment un super match. Pour nous, c'est quand même une victoire parce qu'on a bien joué en fin de game. Une ambiance survoltée ce soir à l'Arena Frère Arthur Bergeron. L'ambiance, pour vrai, j'ai été vraiment surpris. J'ai vu qu'il y avait du monde, c'était l'enfer. Il y avait 3 rangées de monde sur le bord des vitres, les estrades étaient remplies. Pour nous autres, c'était vraiment un gros boost de momentum. Là. Fait que j'ai vraiment aimé ça comme premier match à domicile. Magnifique. D'ailleurs, je les remercie d'être venus aussi nombreux pour nous encourager. Malheureusement, c'est une défaite, mais je pense qu'on a donné un bon spectacle pour une première à Ville-Marie. Ici, j'ai jamais vu ça. Le monde est plein, le monde aime le hockey, le monde c'est des passionnés, puis c'est le fun de jouer. J'avais des frissons avant le match, puis c'était vraiment le fun. Là. Moi, oui, c'est bien appréciation de tout le monde de Ville-Marie, puis toute la communauté qui a embarqué, parce que c'est pour vous autres, c'est nous autres, c'est ici. Puis je pense que ça a fait une bonne show pour tout le monde. C'était Francis Prudhomme pour TV Témis. Il y a eu aussi, la semaine dernière, pour la Journée internationale contre la violence faite aux femmes, une journée de sensibilisation visant les femmes et les filles. Elle se trouvait à l'école Saint-Gabriel de Ville-Marie, où Mireille Prieur et 3 de ses collègues étudiantes qui travaillent pour le Calax, la Maison d'hébergement L'Équinoxe et le Centre de femmes ont mis sur pied une discussion, une exposition et un cours d'autodéfense donné par Ambroise Lick et Jannick Fournier. L'objectif de cet événement visait vraiment à briser plusieurs préjugés sur la violence sexuelle faite aux femmes et reconnaître des situations issues de la culture du viol que certaines personnes banalisent ou ne se rendent pas compte de ces propos.
Il y avait des feuillets de sensibilisation pour tout genre de sujets, une exposition d'images sur la culture du viol, les solutions et les mises en situation de violence. Et autrement, il y avait un cours d'autodéfense qui a duré environ 2 heures et qui a permis aux femmes qui étaient sur place d'apprendre plusieurs trucs non compliqués pour se défendre en cas d'agression. Avant la discussion, un gâteau à l'effigie des commanditaires a été servi et la soirée s'est terminée par une présentation où il y avait des vidéos de sensibilisation et des messages d'exemple à éviter pour ne pas banaliser la culture du viol. Le tout s'est fait dans une ambiance chaleureuse et respectueuse. Le droit de parole était accordé à toutes les femmes présentes durant la discussion et plusieurs sujets ont été touchés. TV Témis était présent sur les lieux lors de l'événement. Voici le reportage avec en entrevue Mireille Prière, Jannick Fournier et Ambroise Lick. Voici le reportage. La journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes, qui est une journée internationale. Je dirais que dans des années 1980 à 1999, on parlait de la violence générale faite aux femmes. C'est juste en 1999 que là, on a commencé à préciser la violence sexuelle, parce qu'on voyait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, et qu'on l'a précisé pour en faire une journée qui revient tous les 3e vendredis à chaque année. Cette journée-là, elle sert à souligner, à donner notre support aux gens qui ont vécu des agressions sexuelles, puis à souligner toutes les fausses croyances, à souligner les préjugés qui sont encore malheureusement nombreux. Moi, cet été, j'ai travaillé avec les 3 jeunes filles. Ça a été une belle équipe, ça a été très plaisant. Il y a Marie-Pierre Vachon-Bélanger, il y a Myriam Lapierre, puis celle qui est absente, c'est Laura Morin, parent, parce qu'elle étudie à Montréal, fait qu'elle n'a pas pu se libérer. Ensemble, ils ont créé l'activité de ce soir, qui est, premièrement, là, les femmes vont être reçues. Ensuite, il va y avoir une séance d'autodéfense qui va durer environ 1h30. Bonjour, moi c'est Jannick Fournier. J'ai été pendant plusieurs années professeur de Kung Fu. J'ai fait aussi différents arts martiaux comme le Hapkido, un petit peu de judo. J'ai essayé un autre style de Kung Fu aussi, mais je me suis surtout spécialisé dans le Kung Fu. Puis maintenant, je suis rendu plus tranquille, c'est le Tai Chi. Je baigne dans les arts martiaux depuis ma jeunesse. Ça fait 20... je suis le professeur... mon nom, c'est Ambroise Lick. Je suis professeur de judo au club Judo Témis. C'est moi qui ai parti le club il y a déjà 6 ans. Ça fait 25 ans que je fais du judo. Puis moi aussi, j'ai baigné dans d'autres arts martiaux, Kung Fu un peu, Taekwondo, Aikido, un peu d'arts martiaux mix aussi. Donc, c'est une passion, là, les arts martiaux. Écoute, on nous a demandé, en fait, moi, c'est mon grand copain Ambroise qui m'a dit « Hey, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main parce que tu as été approché. » Mais on a donné au moins 2 années ensemble c'était quoi le nom de l'activité? C'était Filles Actives à l'école secondaire Marcel Raymond, des cours d'autodéfense qu'on avait montés ensemble. Puis là, c'est ça, on remet ça. C'est ça, puis venir donner des outils aux femmes pour justement se défendre dans une situation. C'est des outils, on parle, oui, d'outils physiques, mais aussi d'approche par rapport justement à l'agression. Des mesures préventives aussi pour ne pas en venir là, essayer d'éviter tout ça. Donc voilà, on est là pour essayer de donner un petit peu de notre savoir, puis qu'on espère qu'ils ne l'utiliseront jamais. Exact. Mais si advenait une situation où ils étaient obligés de l'utiliser, qu'ils puissent au moins avoir quelques petits éléments dans leur coffre à outils pour se défendre. Sentir nos sensibilités, on a un petit relâche. Ça fait comme, tu sais, c'est sûr qu'on va aller utiliser, nous, considérant qu'on est moins fort dans la majorité des cas, pour aller se défendre. Donc, le cri, c'est pas anodin, c'est justement une affirmation, mais également une surprise pour notre personne. Donc, l'arrangeur qui tire, vous pourrez se transformer en tigre redoutable. Idéalement, éviter la confrontation au maximum, puis déceler peut-être aussi un peu quand ça commence à être dangereux. Puis quand on est vraiment pris, il y a des petits outils, il y a des petites clés qu'on peut donner pour réagir et s'enfuir ou aller chercher de l'aide. Ce qu'on vise, c'est vraiment aller vers des techniques d'autodéfense très simples, basées sur un maximum d'efficacité pour qu'ils puissent justement se souvenir d'éléments plus simples plutôt qu'aller dans des techniques très complexes. On est capable tous les deux d'aller vers ces techniques complexes-là, mais dans un contexte d'apprentissage d'1 heure et demie, on veut essayer de maximiser le temps pour donner un maximum d'informations qu'ils vont pouvoir se souvenir.
Puis ensuite, il y a une discussion sur la culture du viol. Ils ont mis comme thème la culture du viol, parlons-en, parce que justement, ça a très mauvaise presse comme expression. Fait que je pense que c'est de démystifier qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'on aurait à changer pour qu'on passe de la culture du viol à la culture du consentement. Fait que si je vous amène la définition qu'on a trouvée dans le dictionnaire par rapport à la culture, si on décortique la culture du viol, on va aller voir la définition de culture. Dans le dictionnaire, ils nous disent c'est la notion de culture. Cette notion de culture désigne généralement l'ensemble des connaissances, des valeurs, des croyances, des traditions, des coutumes, ainsi que tous les comportements d'un groupe d'humains. Ça inclut les différentes valeurs, les différences intellectuelles et c'est transmis socialement de génération en génération. Ça, c'est la définition dans le dictionnaire. Si on rapporte ça maintenant à c'est quoi la culture du viol, bien, on peut dire que c'est l'ensemble des fausses croyances, des traditions, des coutumes qui vient d'un patriarcat qui a été très fort, où les femmes étaient perçues comme des objets. Et c'est ces reliques-là qui restent dans notre société aujourd'hui. On parle des valeurs morales qui contiennent tous les jugements. On va la laisser là. Les préjugés qui sont transmis socialement d'une génération à l'autre. Toute la soirée, on va vous amener des exemples qu'on a entendus et qui existent dans notre quotidien. On contribue encore aujourd'hui par tous ces jugements-là et tout ce qui est transmis à travers la culture du viol, on contribue encore aujourd'hui à rendre les victimes coupables de leur agression et à faire en sorte que l'agresseur est senti comme non responsable. Fait que c'est ça qu'on veut dire quand on parle de culture du viol. C'est par contre très important de dire qu'aucune personne prise de manière isolée est responsable de cette culture-là. C'est un problème de société, c'est un problème de valeurs qu'on cultive socialement. Notre société, c'est nous. C'est nous, tous ensemble, qui contribuons, souvent même sans le réaliser. Et vous allez voir, il y a des exemples qui paraissent banals, mais on le fait. Il y a encore quelque chose qui se perpétue. Les paramédics sont dans un conflit de longue date avec le gouvernement depuis le non-renouvellement de leur convention collective. Il est temps qu'ils se fassent entendre dans l'espace public et ont décidé, à l'instar des policiers avec leurs pantalons colorés, d'avoir un impact plus visuel auprès de la population. Donc, au travers de la province, on a commencé à voir apparaître des ambulances repeintes pour vraiment interpeller les gens. Florent Vézo, paramédic à Ville-Marie, précise dans un article du journal Le Reflet que les paramédics ont un métier en mouvement tout le temps. Ils sont un service essentiel et ne peuvent pas se mettre en grève. Donc, ils font le plus souvent ce qu'ils peuvent sans toucher les services envers la population. À partir de maintenant, vous allez pouvoir voir les véhicules d'ambulance de Ville-Marie et de Notre-Dame-du-Nord parés de décors comme Mario et Luigi, le Tim Hortons et la LNH. Monsieur Vézo pense que cette action est justifiée car il y a encore beaucoup de gens qui questionnent les actes parce qu'ils ne sont pas au courant du conflit. Certains pensaient même que c'était du vandalisme sur les ambulances, mais il n'en est rien. Il semblerait que 2017 ne soit pas une année facile pour le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs situations critiques ou discutables se sont enchaînées les derniers mois. Retour sur certains événements. Il y a d'abord eu au mois de mai le cas de Naïka Jeannot qui, devant des portes closes, aurait été contrainte d'accoucher en pleine nuit sur le parvis de l'hôpital de Ville-Marie.
Soulignons aussi le cas de 2 pédopsychiatres qui ont récemment remis leur démission pour cause de surcharge de travail en raison de la coupure des postes de leurs adjointes administratives. Si les cas énumérés sont évidemment très indépendants les uns des autres, une tangente apparaît néanmoins. Coupure, manque de personnel ou personnel à bout, rupture de service, la gestion du CISSSAT se ferait-elle au péril des usagers? Selon l'article du journaliste Guillaume Gonzalez dans le journal Le Reflet, Jacques-Michel Audet, porte-parole régional de l'APTCS, explique que pour régler ces problèmes et éviter de nouveau, il faut que les dirigeants, à commencer par le ministre Barrette, acceptent de tenir compte de l'expertise du personnel qui est sur le terrain au moment de prendre des décisions et d'apporter des changements administratifs. L'offre de services doit être élaborée à partir des besoins réels des gens de l'Abitibi et du Témiscamingue et non pas en fonction des impératifs bureaucratiques et politiques d'élus et des fonctionnaires basés à 1000 km de chez nous. Le journaliste du journal Le Reflet a d'ailleurs tenté de joindre le CISSSAT par téléphone et ceux-ci n'ont pas voulu accorder d'entrevue à M. Gonzalez. Un dossier à surveiller. La fin de semaine dernière avait lieu le Fall Fair de New Liskeard, un événement plus que traditionnel pour le nord-est ontarien. Le 14, 15, 16 septembre dernier, où la famille entière pouvait goûter à la vraie vie de fermier et d'agriculture. À chaque année, le Fall Fair se tient la 3e semaine de septembre. C'est également une tradition de l'événement. Une journée spéciale pour les aînés, pour les enfants et pour toute la famille était à l'horaire. Nourriture, promenade en cheval, artisanale, exposition d'animaux et de ferme aussi, ainsi qu'un concours, la reine de la moisson. Des spectacles de bébés animaux, de chiens, bref, de quoi plaire à tous les visiteurs. On peut dire que le festival offre une opportunité à la communauté des fermiers de l'Ontario pour montrer à la population un aperçu de à quoi peut ressembler la vie dans une ferme de la région. Le tout en célébrant la saison des récoltes. Plus de 1500 enfants ont participé à la journée du vendredi en collaboration avec leurs écoles. Ils ont marché dans les rues de New Liskeard pour prendre part aux activités. La journée du samedi était illuminée par la parade qui passait au travers de la ville également. Un volet musical était à l'honneur tout au long de la fin de semaine. C'est donc plus de 450 exposants, une centaine de classes offertes, 5 fermes en temps réel avec des chevaux, des bœufs, des chèvres et des moutons. Le Fall Fair a pris place officiellement en 1904 et continue d'être un rendez-vous culturel pour tous. Pour la 2e année consécutive, la municipalité de Lorrainville tenait à souligner la fête de l'automne avec une journée plein air familiale au parc des Moussaillons. Pour la bonne tenue de l'événement, la municipalité a mis sur pied un comité événementiel constitué uniquement de bénévoles. Leur mission serait d'organiser chaque événement en lien avec la municipalité tout au long de l'année. En plus de jeux gonflables, vente de hot-dogs et maïs, spectacle de marionnettes, la fête de l'automne servait aussi à inaugurer officiellement le nouveau parc des Moussaillons. Grâce à une subvention, le parc s'est notamment doté d'une fontaine, un nouveau module de jeu, un parcours de mini-golf, des appareils d'exercice, une table de ping-pong ainsi que des luminaires. Ces informations proviennent d'un article du journal Le Reflet. Le parc des Moussaillons, un nouvel endroit pour toute la famille à Lorrainville. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, a officialisé sa candidature en vue des élections d'octobre 2018. C'est mardi le 12 septembre que M. Blanchette a reconnu que les premières années ont été difficiles et il a remercié le ministre Pierre Arcan pour son support en raison de la stratégie minérale, la réglementation, la loi sur la transparence, qui sont des dossiers qui ont dû être pris en charge de façon difficile. Selon l'article sur ICI Radio-Canada, Luc Blanchette est fier d'avoir contribué à ce dossier ainsi que ceux de la voie de contournement à Rouyn-Noranda et l'agrandissement de l'aérogare. C'est un dossier à suivre jusqu'aux prochaines élections. Le 8 septembre, le maire de Montréal, Denis Coderre, inaugurait la Maison des régions en présence de plusieurs élus régionaux. Parmi eux figuraient Bernard Flébus et Norman Young, respectivement maires de Ville-Marie et Kipawa. Le projet initié par M. Coderre avait démarré l'an passé lorsque ce dernier avait invité des représentants régionaux, entrepreneurs d'organismes, à se rencontrer à Montréal. Les régions intéressées ont été invitées tour à tour avant l'avènement de la Maison des régions. Bernard Flébus, maire de Ville-Marie, précise dans un article du journal Le Reflet qu'une occasion comme cela permet de rencontrer les bonnes personnes. C'est une belle opportunité d'entrée pour les entrepreneurs régionaux et montréalais. C'est à double sens. Ça crée des liens, c'est vraiment bon pour la suite des choses. Il croit aussi que le rôle de pilote de M. Coderre apporte une crédibilité pour les échanges interrégionaux. La prochaine étape pour M. Flébus serait l'ouverture d'une boutique de produits régionaux à la Maison des régions.
Normand Young, maire de Kipawa, pense la même chose. Il croit que la Ville de Montréal ouvre ses portes pour travailler avec les régions, ce qui est formidable. Ils vont pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. Il y a beaucoup de tourisme provenant des États-Unis et de l'Ontario, mais c'est le temps de regarder chez nous maintenant. Quand le maire voyage au Québec, les gens lui disent qu'il ignore où se trouve le Témiscamingue. La Maison des régions va mettre le Témiscamingue sur la carte. Alors, la Maison des régions est située en plein quartier des affaires de Montréal, au 500 rue Saint-Jacques. La Maison des régions est un lieu de rassemblement inclusif et collaboratif où les gens du Québec pourront désormais se rencontrer et échanger. Avec une superficie utilisable d'environ 5000 pieds carrés, elle favorisera la mise en valeur de la créativité des entrepreneurs québécois, en stimulant à la fois l'achat local et le développement de nouveaux marchés. Une quinzaine de courageux se sont attaqués au nettoyage des berges du Ruisseau des Sœurs, situé à quelques dizaines de pieds de l'hôpital de Ville-Marie. Il s'agissait de la 2e édition. La première avait attiré une vingtaine de bénévoles à pareille date l'an dernier. Ils ont déjà trouvé des seringues sous le pont, des plastiques de contenants pour le repas en styromousse, des vêtements, des chaussures, des batteries d'auto, des pneus et encore. C'est Gilles Gobeil, le président de l'Association pour la préservation du lac Témiscamingue, qui chapeaute la corvée. C'est une activité qui n'avait sûrement jamais été faite avant qu'ils prennent l'initiative. Le ruisseau des Sœurs est un minuscule cours d'eau qui se jette dans le lac Témiscamingue et qui est tout juste à côté de l'hôpital. Il s'étale sur environ 1 km et est alimenté par différentes sources d'eau pluviale provenant tant de terrains privés que de terres agricoles avoisinantes. Selon l'article de Lucie Charret dans le journal de La Frontière, l'événement se veut une action concrète pour nettoyer les berges, mais aussi pour sensibiliser la population. On s'entend que l'embouchure de ce petit ruisseau se trouve près de la plage publique de la marina de Ville-Marie. Si les déchets ne sont pas enlevés, ça va contaminer l'eau, c'est certain. Une batterie de voitures finit par dégager du plomb dans le lac, a précisé M. Gobeil. La corvée s'est déroulée entre 10h et 16h le 16 septembre. La ville de Ville-Marie s'est engagée à ramasser les tas de détritus ramassés pendant plus de 8 heures. Il paraît que les bénévoles ont trouvé moins de déchets que l'année dernière, mais de plus gros déchets, tels qu'un vélo, une batterie de value et une batterie de voiture. De quoi être inquiétant. Une nouvelle exposition à la Galerie Notre-Dame de Lorrainville. Annick Moen, artiste de l'Abitibi, vous propose sa toute première exposition solo. À l'intérieur de sa production, l'acrylique est le médium qu'elle affectionne tout particulièrement. Ses œuvres traitent de sujets très variés dans une multitude de formats. Son besoin de création résulte du bien-être qu'elle ressent lors de la réalisation de ses tableaux. Depuis un peu plus de 15 ans, Mme Moen partage sa passion et transmet son savoir à l'intérieur des cours et d'ateliers dans le secteur de Rouyn-Noranda. L'exposition « Les trésors de Nanou » vous est présentée à la Galerie Notre-Dame jusqu'au 3 novembre. Il nous a été annoncé qu'une fermeture temporaire des expositions entrera en vigueur à la Galerie du Rift de Ville-Marie. Veuillez noter qu'aux fins de montage d'exposition et de rénovation des bureaux, il n'y aura pas d'exposition à la Galerie du Rift jusqu'au prochain vernissage, le 29 septembre, cadre de la Journée de la culture. Ce sera l'exposition de Déby Talbot, d'art mobile et de Diane Lepage à 17h le 29 septembre. La billetterie demeure accessible pour les gens qui voudraient venir chercher des billets de spectacle, évidemment. Ils sont présentement en grand changement et en transition de plusieurs éléments et en démontage de la salle d'exposition. La Galerie du Rift a l'intention d'ajouter des murs mobiles pour donner plus d'espace aux œuvres et les lots de rénovation sont financés pour, entre autres, réaménager le balcon de la salle de spectacle. 2 rangées de bancs vont être enlevées au balcon parce que c'était inconfortable pour certaines grandes personnes d'être assises sur le bord. La ventilation également va être améliorée ainsi que le toit de la galerie qui va être refait. C'est un investissement de 100 000 $. De plus, ils vont réparer la plomberie parce que certains abreuvoirs ne fonctionnaient plus en raison du calcaire de l'eau. Un adoucisseur d'eau va être ajouté et la commodité de l'emplacement de l'abreuvoir sera plus adéquat pour les enfants. Aussi, la marquise du cinéma du Rift sera remise à neuf. Étant une des dernières en Abitibi-Témiscamingue, la phase 1 serait de remettre des lumières derrière le panneau ainsi que le néon de Ville-Marie. C'est le 30 septembre que va avoir l'inauguration de ce changement dans le cadre du spectacle de Vincent Vallière, un admirateur de la région. Le commanditaire vedette de son spectacle, le fromage au village, va être sur place pour mettre en valeur leurs produits. Une dégustation de vin et fromage, entre autres. C'est un rendez-vous pour la Journée de la culture. C'est entre autres les Journées de la culture au Rift à l'occasion de la Journée de la culture. Le Rift vous invite à ses activités gratuites les 29 et 30 septembre prochains. Donc voici l'invitation officielle des événements. Le 29 septembre, de 17h à 19h, en parallèle à leur vernissage régulier ayant comme thématique les arts numériques,
Le Rift, en partenariat avec la Maison du Frère Moffett et la Société d'histoire du Témiscamingue, vous présente les aquarelles du Père Paradis, un des plus grands promoteurs de la colonisation du Témiscamingue. Ces aquarelles constituent quelques-unes des premières images de la région où on peut y voir un Témiscamingue encore vierge de la main de l'homme blanc. On pourra aussi y lire le journal écrit de la main du Père Paradis et en connaître davantage sur son histoire. Le Cercle des fermières de Ville-Marie sera aussi sur place pendant le vernissage pour partager leur savoir ancestral et faire une démonstration de méthodes de tissage traditionnelles avec un métier à tisser. Ensuite, le samedi 30 septembre dès 19h, c'est l'inauguration de la Marquise, marquant le paysage témiscamien depuis l'existence du cinéma du Rift. La Marquise qui orne sa façade est l'une des plus vieilles marquises encore existantes. Grâce au soutien financier du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Ville-Marie et la Commission culturelle du Témiscamingue, le Rift a réussi à procéder à sa restauration tout en ayant le souci de conserver le cachet unique et historique de ce joyau culturel. Joignez-vous au Rift pour assister à sa renaissance. Vous pouvez aller sur la page Facebook Le Rift Galerie Théâtre Cinéma ou visiter le site Internet pour de plus amples informations, lerift.ca. Selon le météorologue Météo-Média Bertin Ossonon, l'automne sera sous le signe de l'été indien. Il y aura selon lui la première partie de l'automne qui sera marquée par des poussées de douceur, mais il y aura une cassure à partir du mois de novembre avec des températures plus froides et de la neige. Pour le mois de septembre et jusqu'à la mi-octobre, les températures seront par moments au-dessus des températures normales de la saison. En Abitibi-Témiscamingue, les températures normales se situent aux alentours de 11 degrés en septembre, 4 degrés en octobre et moins 4 degrés en novembre. Si l'été a été plus pluvieux et plus frais qu'à l'habitude, le début de l'automne saura nous le faire oublier. Pour la première moitié, il y aura du temps un peu plus sec et moins de précipitations. Il n'y aura pas de grandes chutes de pluie en tant que telles. L'automne sera tout en couleur en raison de la pluie qui est tombée cet été. Comme le temps sera plus sec, ce sera très bon pour faire de la randonnée et cueillir les pommes. Selon les prévisions de Météo Média, si le début de l'automne sera clément, ce ne sera pas le cas à la deuxième partie de la saison. C'est à partir de la mi-octobre que l'on verra des tempêtes de pluie, de vent ou de neige selon nos prévisions, a fait savoir le météorologue. En général, la neige qui reste au sol arrive en Abitibi-Témiscamingue à la mi-novembre, mais cette fois-ci, on la prévoit un peu plus tôt. D'après un article du journal La Frontière du journaliste Patrick Rodrigue, un automne normal dans la région, il tombe à peu près 62 cm de neige, surtout au mois d'octobre et novembre. Pour ce qui est de la pluie, on parle d'environ 206 mm pour les 3 mois de l'automne normal. L'été 2018 accueillera un nouveau festival dans la région. L'été 2018 accueillera un nouveau festival dans la région qui prendra place sur le territoire de Témiscamingue First Nation. Il s'agit du Témiscamingue Bikers Meet, une grande foire qui souhaite interpeller des motocyclistes de partout au Québec et en Ontario, et plus encore qui sait. Selon Alex Millette, directeur des loisirs à TFN, le comité organisateur en place souhaite que l'événement soit récurrent, qu'il revienne d'année en année. Dans les dernières années, ils se sont éparpillés leur énergie dans plusieurs événements à Témiscamingue First Nation et ont décidé de se concentrer sur un gros projet et d'en faire quelque chose qui répond à tous les objectifs du développement social et touristique. Les fonds amassés grâce au Biker Meet seront répartis comme suit. 50 % pour la cause du cancer et 50 % réinvestis dans la communauté pour le sport et loisirs, l'éducation, la santé et les programmes sociaux. Aussi, ils veulent faire connaître leur culture et leur communauté. Pour éviter toute confusion, M. Millette met les choses au clair concernant les similitudes qu'on peut retrouver avec le projet de Témiscamingue First Nation et le Biker Reunion ayant jadis eu lieu à Témiscamingue Shores. Les deux événements sont distincts et non affiliés. Évidemment, l'implication sociale de ce festival, c'est merveilleux et ça inspire beaucoup de gens et ça motive énormément à essayer quelque chose de similaire dans la communauté de Témiscamingue First Nation. Donc, le festival aura sa propre identité. Au programme, spectacles musicaux, ambiance de fête foraine avec des kiosques de jeux et d'artisans, des compétitions de motocyclistes et bien plus. Plus de détails suivront dans les prochaines années, nous indique M. Millet. Il assure aussi que l'événement sera bilingue, autant anglophone que francophone, ce qui, espère-t-il, permettra de cibler une clientèle beaucoup plus vaste. Finalement, M. Millet conclut dans l'article du journal Le Reflet, affirmant que l'événement sera un bon moteur de développement pour Témiscamingue First Nation et le Témiscamingue. Tous ont vraiment hâte de voir la population aller célébrer le festival avec la communauté l'été prochain pour des causes qui touchent tout le monde. La Maison des jeunes du Témiscamingue est à la recherche d'animateurs présentement, à temps partiel, un travail enrichissant qui commence à la fin du mois de septembre jusqu'à la mi-mai 2018. Il y a un poste de disponible à Loreainville et un poste à Notre-Dame-du-Nord.
Pour avoir le profil recherché, il faut avoir des connaissances de la réalité de jeunesse aujourd'hui, de l'originalité, de la créativité et un bon jugement. Aussi, un sens des responsabilités et une aptitude à la communication et au travail d'équipe. Si vous avez une formation dans un domaine relié aux sciences sociales telles que l'animation de groupe, le travail social, l'éducation spécialisée sont également un atout. Il faut être disponible à compter de la fin d'après-midi, en soirée et occasionnellement les fins de semaine. Si vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu'un de qualifié, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Maison des jeunes du Témiscamingue et postuler directement à cet endroit ou appeler au 819-625-2525. Faites passer le mot. Pour terminer, le vernissage du 29 septembre et la nouvelle exposition de la Galerie du Rive sera sur les arts numériques. La mobilisation est une exposition qui regroupe 16 artistes professionnels québécois qui ont tous comme dénominateur commun l'utilisation d'appareils mobiles, téléphones, tablettes numériques, drones, outils connectés, bref. Dans le processus de création, le mouvement Art mobile favorise l'émergence de l'art mobile sous toutes ses formes au Canada, autant pour l'utilisation de ces technologies que par la réflexion sur le phénomène social. La photographie, le dessin, l'installation sonore, la littérature et la projection vidéo y sont intégrés afin de représenter la vitalité de ce courant artistique bien implanté dans notre quotidien. L'artiste nous présente une série de tableaux où l'accumulation chaotique de lambeaux de peinture séchée crée une image qu'il faut regarder de près et de loin. L'exposition « Mais où sont les épices ?» abordera une nouvelle facette du thème de l'accès à la vie privée dans une ère virtuelle où le monde semble branché sur les réseaux sociaux. La curiosité de découvrir l'univers et l'autre est omniprésent. Mais tout n'est pas forcément authentique. À travers la dissimulation, les apparences et les regards, cette série abordera les différentes facettes d'une recherche sur la véritable identité. L'artiste est Debbie Talbot. Merci. C'est un rendez-vous à la Galerie du Rift de Ville-Marie par après. Voilà ce qui complète le bulletin de nouvelles de Info Témis cette semaine. Soyez attentifs à nos émissions telles que 100% Témis, De la fourche à la fourchette et le Télémag. Cette semaine encore, de tout nouveaux épisodes sont disponibles sur le canal et sur le site web témis.tv. Ne manquez pas nos nouveautés et suivez-nous sur notre page Facebook pour ne rien manquer et être les premiers au courant. Vous n'avez qu'à écrire TV Témis dans la barre de recherche Facebook. N'oubliez pas que le Télébingo de TV Témis est en ondes tous les mercredis dès 18h. Prenez le temps d'aller acheter vos cartes dans tous les dépositaires participants. La liste complète se trouve sur le site témis.tv. Au nom de l'équipe complète de TV Témis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.